cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et nous sommes le lundi 31 mars 2025. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes cet après-midi. Quels défis et perspectives pour la relance de l'Union africaine? Pour en parler, je reçois pour vous Morgan Asogba Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatianas. L'Union africaine, c'est une entité qui mérite réflexion. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Hamzat, je dis Union africaine et je ne dis plus rien. Bonjour, un plaisir d'être de retour parmi vous. L'Union africaine fait face à énormément de défis. Ce sera un plaisir d'en discuter, d'en débattre avec vous. Le troisième panéliste est Didier Sanson, il est journaliste enseignant. Oulala, l'Union africaine. Moi, je dis bonjour, bonjour tout le monde et bonjour l'Organisation de l'Unité africaine. OUA, 25 mai 1963. Magnifique. Voilà, le décor ainsi planté. Chers internautes, place au débat. Alors, justement, parlant de l'Organisation de l'Unité africaine, une fois n'est pas coutume. Alors, cet après-midi, comme j'ai dit, nous allons parler de l'Union africaine. Et quand je dis l'Union africaine, je dis oulala. Et je suis d'accord avec ce oulala parce que ça nous plonge dans toute une sphère de ce qui est connu, ce qui n'est pas connu, de ce qu'on veut faire croire et de ce qui s'éloigne de ce qu'on a prévu. Parce que Didier a très bien fait de parler de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est techniquement le point de départ et qui est encore plus fidèle, si on veut s'en tenir au sens des mots, à l'idée des précurseurs de cette organisation-là. Il fallait trouver le moyen de mettre tous les États africains ensemble pour mettre les bases, poser les bases de ce qu'on peut appeler l'unité et qui va propulser l'Afrique dans son processus de développement. Mais tout de suite, dès le départ, on a vu comment les acteurs, les acteurs qui estiment que ce n'est pas sain pour leur développement à eux, se sont mêlés. Et tout de suite, on a eu des divisions et des conceptions totalement différentes. Alors aujourd'hui, s'il y avait un choix à faire entre la défunte organisation africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, comme vous l'avez dit, et l'Union africaine, quel serait votre choix et pourquoi? Moi, je suis partisan de revenir à l'esprit de l'Organisation de l'Unité africaine. Parce que quand on est allé sur l'Union africaine, on est tout simplement en train de singer l'Europe, l'Union européenne. Mais vous avez vu comment ils ont évolué. La CE et les 6 premiers autour du charbon. Et puis après, ça a évolué, le CE, puis après, ils étaient 9, après, ils étaient 11, etc., jusqu'à arriver à 27 et dire, on va maintenant aller à l'Union européenne avec des conséquences sur la monnaie, etc. C'est tout un processus. Nous, on n'a pas fait ça et on veut les rejoindre sur ce chemin-là. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. L'Organisation de l'Unité africaine n'a pas fini de se battre entre souverainistes et indépendantistes.
indépendantistes. Vous savez, les souverainistes en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine étant née le 25 mai 1963, il y avait ceux qui étaient avec Hassan II, et c'était les souverainistes, et ceux qui veulent rester comme ça, parce que bon, lui défendait son royaume, et puis il y avait les indépendantistes assez chauds, les Kwame Nkrumah, qui étaient dans une espèce de conscientisme, comme il disait, donc le panafricanisme, et après on s'est affronté un peu avec Nasser, eux ils avaient le panarabisme, entre le Mashrek, Maghreb, on n'est pas sorti de ça, on n'a pas fini, et on est tombé dans l'UA porté par Kadhafi, qui n'avait rien d'autre en tête que d'être le roi des rois. Le roi d'Afrique. Oui, le roi d'Afrique, il élaborait ça, c'est très beau, hein, il élaborait l'Afrique, c'est sa poitrine. Bon, ben, c'est très bien, mais on n'est pas revenu aux fondamentaux. Les fondamentaux étant ce qu'on avait vu à Addis Abeba en 1963, quand Haïlé Sélassié, le roi des rois, a dit, bon, maintenant, stop, entre indépendantistes, souverainistes, etc., bon, on veut l'Union africaine, le discours, et puis basta. Et on va trouver des raisons d'être ensemble. Voilà. C'est ce que les Européens ont fait. Et ils n'ont pas arrêté de faire la guerre entre eux. Hein. 1870, la Prusse qui a explosé. 14-18, 39-45. À chaque fois qu'ils se battent entre eux, ils appellent ça guerre mondiale parce qu'ils associent tout le monde à leur histoire. Et puis après, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire entre nous pour être bien, pour arrêter de se battre? Qu'est-ce que nous avons de commun? Ben, ils ont le charbon de commun, ils ont l'énergie en commun, donc ils ont trouvé les moyens d'être, des moyens objectifs d'être ensemble. Nous, on n'a pas fait ça. Quels sont les moyens objectifs pour que nous soyons ensemble, nos États n'étant pas des nations? Les États ne sont pas des nations, ce sont des États fabriqués. Donc, bon, maintenant, il faut trouver une raison d'être. Hein, il faut trouver une raison d'être. Nous sommes ici au Bénin. Lorsqu'on a créé le Bénin, enfin le Dahomey de l'époque, bon, sur le nom du Dahomey, pardon, les gens de Kandi ne se sentaient pas impliqués. Ils ne hein. sont pas reconnus dedans. Ils ne sont pas reconnus dedans. Donc, mais il fallait créer une nation. Voilà, il fallait se reconnaître dedans. Le chemin faisant, une identité est en train de naître, quoi. Mais c'est encore trop rapide, c'est encore trop tôt. Alors, mais justement, Didier, avec votre permission, je me retourne un peu vers Morgane. Lorsqu'on écoute Didier qui a un peu énuméré certains aspects de l'Organisation de l'Unité africaine, certains consultants, analystes politiques et même historiens affirment qu'on aurait mieux fait de garder le sigle Union africaine. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec eux? Parce que quand on voit un peu l'évolution des choses, peut-être que l'Afrique n'a pas voulu rester en marge de cette évolution. Vous parlez de l'unité africaine. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder le cycle de l'OUA? Oui, vous savez, Didier l'a illustré dès le départ. Hein. Il ne faut pas donner des noms qui ne cadrent pas avec notre histoire. Non seulement l'histoire, mais avec l'étape à laquelle on se retrouve. Et il faut dire que l'étape de l'Organisation de l'Unité africaine avait un seul objectif précis: trouver des éléments qui nous donnent raison de se mettre ensemble. Créer l'unité. On était encore dans un processus de création de l'unité qu'on n'a pas pu dès le départ. Parce que, mais qui a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Exactement. Lorsqu'on a eu Haïlé Sélassié qui a décidé que, ben, écoutez, il faut que les choses évoluent dans un certain sens, il y a eu cette tendance. Mais la tendance n'a pas eu le temps de se matérialiser. Et tout de suite, quand on est passé, hein, et regardez bien, hein, lorsqu'on a quitté le thème de l'Organisation de l'Unité africaine pour l'appellation de l'Union africaine, les partenaires techniques et financiers qui nous ont aidés, entre griffes, dans la conception du concept de l'Union africaine, sont devenus les bailleurs de fonds, sont devenus ceux qui financent le fonctionnement de la structure. Et tout de suite, la structure, de façon objective, n'existe plus. Même si elle existe de façon matérielle et qu'elle a des aspirations, si on doit apprécier aujourd'hui l'organisation telle qu'elle est, sur la base de ses aspirations, on est très loin
très loin d'avoir même commencé à créer la dynamique de développement qui serait nécessaire pour qu'on puisse dire oui, cette organisation sert à dessein. Et mieux, je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de retourner à la capacité de ces États-là à se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes, parce que jusqu'aujourd'hui, on dépend encore dans une mesure assez énorme de l'apport des partenaires techniques et financiers pour pouvoir même faire fonctionner seulement l'organisation, pas même permettre à l'organisation de mener des projets, le fonctionnement même de l'organisation, le paiement des salaires, la structure elle-même et tout ce qui va avec dans les charges et dépenses quotidiennes ne sont pas supportés par les pays absolument. Oui, Didier, vous voulez renchérir par rapport à... Oui, je voulais renchérir par rapport à ce que disait Morgane tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'on n'est pas maître de soi, comment voulez-vous afficher une indépendance, une autonomie, une capacité à affronter les gens? Morgane disait tout à l'heure, l'organisation de l'unité africaine devenue UA ne fonctionne que par les piqûres et les sérums installés, la perfusion installée par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance. C'est pas normal ça. L'African House à Addis Abeba, que j'ai eu la chance de visiter, a été entièrement refait par la Chine. Et vous voulez contester qui finalement en dépendant de tout le monde à la fois? Et même la Banque africaine de développement, c'est gentil, on l'appelle Banque africaine de développement, mais c'est pas une banque africaine, elle est saoudienne. La preuve en est que le siège est à Riyad et qu'on fait la conférence des gouverneurs à Riyad. Donc, il faut qu'on se pose des vraies questions. Alors, vous voyez, bon, j'espère que le Bénin paie sa contribution à l'UA, j'espère. Bon, et j'espère, mais les pays comme Malawi, Djibouti, qu'est-ce que vous voulez qu'ils payent? Ils payent rien. L'Afrique du Sud payait pour ces gens-là. L'Afrique du Sud payait. Mais à un moment, ils disent aussi, bon, ça suffit, quoi. D'accord. Voilà, le Mozambique en guerre ne paye rien du tout. Alors là, je me retourne vers Hamzat qui nous a rejoint. Quel est le visage que présente aujourd'hui l'Union africaine? Alors, pour moi, l'Union africaine essaie de pouvoir, se fondre dans la masse de la dynamique géopolitique actuelle, surtout en ce qui concerne les organisations multilatérales, à l'instar de l'ONU, à l'instar de l'Union européenne, qui sont dans d'autres dynamiques certaines, mais l'Union africaine, pour moi, est en décalage avec la réalité du continent en soi, parce que l'Union n'arrive vraiment pas à faire face aux défis auxquels le continent est confronté aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème, parce que mes pères, tout à l'heure, ont rappelé la création de l'Union africaine. Et je pense que c'était en 1963. Et je pense qu'à l'époque, les défis étaient de faire face à la colonisation et de mettre en place surtout une unité culturelle africaine. En 2002, je pense qu'on est passé de l'OUA à l'Union africaine, parce que à l'entrée du 3e millénaire, il y avait ce discours historique de Kofi Annan qui parlait d'une nouvelle forme de multilatéralisme, en indiquant surtout le multilatéralisme social. Mais l'Union africaine avait ciblé l'unité économique déjà, et surtout la bonne relation interétatique entre les États africains, mais aussi faire face aux défis sécuritaires, associés bien sûr aux défis de la démocratie. Mais sur tous ces plans, je pense que l'Union africaine a échoué, sauf ce qui concerne la question de l'intégration économique, ou en ce qui concerne la libre-échange avec l'instauration de cette ZLECAf, la zone de libre-échange. Nous allons en parler mais je veux finir en disant que l'Union africaine, face à ces défis du continent, n'arrive véritablement pas à faire le poids. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, les raisons économiques, mais aussi les raisons politiques. Parce qu'il faut insister sur un point essentiel, c'est qu'il n'y a pas union sans cohésion politique. Or, les États africains sont divisés, même quand ils sont frontaliers. RDC, Rwanda, par exemple. Le conflit en RDC, aujourd'hui, l'Union africaine n'y trouve pas de solution, parce que le Rwanda pèse au sein
des décisions de l'Union africaine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les autres conflits, à l'instar du conflit soudanais, du conflit de toutes les façons, les acteurs clés, nous allons y revenir tout à l'heure quand il faudra aborder un aspect de cette émission. Je me retourne vers vous. Nous savons tous que c'est le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf qui sera désormais, qui est déjà le nouveau commissaire de la Commission de l'Union européenne, et il parle de qu'il faille aujourd'hui avoir du neuf au niveau de l'Union. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est possible quand on sait tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau du continent comme problème? Oui, c'est très possible. C'est juste que la méthodologie qu'il va falloir emprunter est une méthodologie qui n'est pas encore, que la plupart des leaders africains ne se sont pas encore appropriés. La première chose, c'est la capacité du leader de l'institution à pouvoir jouer avec les acteurs de la scène internationale tout en gardant en tête la défense des intérêts de l'Afrique. Ce qui est difficile pour la plupart des leaders parce que, excusez-moi de le dire, je me demande si les leaders africains connaissent de façon claire et nette où se trouvent les intérêts de l'Afrique. Je ne parle pas de l'intérêt du Bénin, je ne parle pas de l'intérêt de la RDC, du Rwanda ou d'un quelconque pays. Les pays individuellement connaissent leurs intérêts. Mais est-ce qu'ils ont fait le travail d'identifier l'intérêt de l'Afrique et comment maintenant jouer sur la scène internationale pour mettre à l'avant et protéger ses intérêts? C'est la grande question à laquelle l'Organisation de l'Unité africaine devrait répondre dès le départ. Avoir une politique étrangère de l'Afrique, avoir des intérêts très clés qui doivent être transversales et qui doivent être défendus par une délégation commune, une délégation, une vraie Union africaine. Maintenant, quand vous mettez ça de côté, il y a le deuxième aspect de la question qui n'est pas aussi déjà assimilé par un certain nombre d'acteurs africains, qui est celui de comprendre de façon claire et nette qu'on ne refera pas l'histoire. Mais on peut réécrire, pour ne pas dire commencer par écrire une autre version du reste de l'histoire, parce que l'histoire s'écrit chaque jour et est en cours. Donc, il ne sert à rien, objectivement, de rester dans une posture de séparation totale, immédiate et directe avec un certain nombre de pratiques qui ont pris des années, pour ne pas dire des décennies, pour s'installer. Aujourd'hui, la géopolitique fait que si M. Youssouf est aujourd'hui celui qui dirige l'Union africaine, ce n'est pas parce que Djibouti est très fort, mais c'est parce que Djibouti a su servir de plateforme géopolitique et tous les acteurs majeurs de la scène internationale qui se retrouvent en Djibouti, qui ont des intérêts dans la zone, ont décidé de soutenir M. Youssef. Et il a su s'y prendre, puisqu'il a géré son pays pendant 20 ans et on sait ce que ce pays représente. Donc, il faut qu'il y ait la capacité à maintenir ces acteurs de la scène internationale dans un certain intérêt, tout en faisant passer au devant de la scène les intérêts de l'Afrique. Et ça, c'est la stratégie diplomatique la plus complexe et qui nécessite une certaine expertise. Il s'agit de trouver le moyen de ne pas dire on ne veut pas de la France. On ne veut pas de tel. On ne veut pas de tel. Ouais. Mais on comprend que la France est un acteur de la scène internationale. On comprend que les États-Unis constituent acteurs de la scène internationale. Mais il faudrait que chacun d'eux comprenne aujourd'hui que l'Afrique aussi est un acteur qui a suffisamment de ressources mais qui n'a jamais eu l'opportunité de défendre ses intérêts et ne bénéficie aucunement de ses ressources. Et il y a un élément majeur qui doit aussi changer dans la mentalité à la fois des populations et des acteurs, c'est l'idée selon laquelle l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Pour ne pas dire que l'Afrique est la plus riche des terres du monde entier. Et c'est ce qui justifie tout ce par quoi l'Afrique est passée dans son histoire, que ce soit l'esclavage ou le colonialisme, on va vers là où il y a de la matière. Si on a eu une colonisation, c'est parce que l'Afrique est riche et les acteurs ont estimé que
ben, il faut dominer cet espace-là pour pouvoir puiser dans les ressources. Alors, lorsqu'on regarde un peu le parcours de notre Union, je suis, moi, particulièrement de celle qui pense que l'Afrique est toujours à la traîne, l'Union africaine est toujours à la traîne. Pour preuve, nous avons ces foyers de conflits Congo, RDC, Soudan contre Soudan du Sud et autres. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, vous qui êtes un journaliste, vous qui avez travaillé quand même dans un grand média, où est passée la maison mère dans la résolution de tous ces conflits? Ah oui, bonne question, bonne approche. Où est passée la maison mère? Allez, ça me fait penser aux musiciens. Zaiko Langa Langa, au départ, ils se sont tous cassés la gueule, ceux-là, et puis finalement ils ont dit il faut retrouver la maison mère avec Nyoka Longo, voilà. Donc on retourne la maison mère, et autour de la maison mère, on se dit voici le rythme à l'origine, et puis voilà. Donc c'est ça, retrouver la maison mère. Vous avez utilisé ce mot qui me fait penser à la musique, mais voilà, retrouver la maison mère. Mais la maison mère, pardon, avec quelques épines aussi dans le pied au départ, et pas une seule, mais plusieurs. Parce que son système de fonctionnement est pernicieux. On ne peut pas avoir une tête bicéphale pour diriger, sachant qu'il n'y a que des mauvais élus, avec un secrétaire général à l'époque qui est censé être indépendant, mais qui n'est pas si indépendant que ça. Nous avons vu que la conférence des chefs d'État est patron. C'est nous qui décidons parce que nous sommes les chefs d'État. Le secrétariat général, aujourd'hui, la commission, doit exécuter. Mais la commission doit appliquer les lois, doit appliquer les textes. Nous avons vu avec Edem Kodjo, lorsqu'il s'est agi de reconnaître ou pas la République arabe sahraoui démocratique. Il y a une terre, une population, il y a une organisation politique, il y a tout ce qu'il faut. Edem Kodjo a validé. Les États crient au scandale, le Maroc en premier. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben non, il a coché toutes les cases. Donc, et c'est le but de l'organisation d'amener les peuples à l'autonomie. À l'autonomie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse. Boum. On l'a déposé. On a vu les Camerounais, William Eteki, Bouma et autres qui sont venus rentrer dans les histoires de pétrole où c'est les chefs d'État qui décident et puis on les dépose, etc. etc. Donc, il ne peut pas y avoir une tête bicéphale pour que ça continue de fonctionner normalement. Il va falloir que la présidence des chefs d'État, ils se font plaisir en disant nous sommes les décideurs, mais ils sont tous mal élus. Oui, mais est-ce que c'est possible d'avoir un président de la commission qui est fort? C'est-à-dire il faut le faire fort. Il faut le faire fort et relativiser le pouvoir des chefs d'État. Des chefs d'État, c'est tout. Parce que si on relativise le pouvoir des chefs d'État, Edem Kodjo aurait fait que la République arabe sahraoui démocratique soit intégrée. Et du coup, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait précipité le départ de l'Érythrée, de se séparer de l'Éthiopie. Ça aurait précipité aussi le départ du Somaliland, de se séparer de la Somalie. Tout ça nous aurait peut-être économisé des guerres. Conflit politique, oui, mais ça nous aurait épargné des guerres. Et là, ce que j'appelle des nations vont davantage se retrouver. Mais là, l'Union africaine aujourd'hui, avec la conférence des chefs d'État qui décide de tout et qui dit non, je crois que le secrétaire général, aujourd'hui président de la commission, devient un exécutant. N'a pas de défense. Non, il devient un exécutant. Et puis, Morgan le disait tout à l'heure, Youssef a bien montré que dans son pays, il a mené la diplomatie pendant 20-25 ans. C'est très gentil. Mais est-ce qu'il va réussir au niveau de la commission? Il a mené la diplomatie avec un dictateur, Omar Guelleh. Bon, voilà. Oui, donc, c'est gentil. Oui, c'est bien, il a bien mené son combat, mais bon, un mal élu comme ça, Ismaël Omar Guelleh, qui est là depuis au moins 30 ans. Hein. Bon, alors, quand même, voilà. On est toujours mal parti, quoi. On est toujours mal parti. Alors, je vous pose la question de savoir, Morgane, est-il facile aujourd'hui de redynamiser l'Union africaine, et si oui, comment? Et d'après vous, selon vous, quels sont les leviers d'efficacité dont dispose l'Union africaine aujourd'hui pour sa survie?
Hamzat. Oui, Hamzat. Alors, je pense que ça va être très compliqué de remettre l'Union africaine sur les rails parce que pour moi, quand il y a un mauvais départ dans une course, soit vous êtes éliminé, vous laissez la place aux autres, soit on vous permet de compétir en sachant que votre résultat ne comptera pas dans la finalité. Et pour moi, c'est de ça qu'il est question. L'Union africaine, telle instaurée en 2002, sur les centres, je vais dire, de l'OUA, est mal partie, est vraiment mal partie dans la compétition internationale, dans la compétition géopolitique, et surtout mal partie par rapport aux propositions de solutions pérennes pour faire face aux crises auxquelles font face les États au sein du continent. Je le dis parce que j'avais énuméré tout à l'heure les défis économiques, les défis liés à la bonne gouvernance et la démocratie, mais aussi les liés à la sécurité, à la crise sécuritaire ambiante au sein du continent. Comment voulez-vous que l'Union africaine puisse trouver des solutions si elle ne dispose même pas d'outils suffisants pour faire face de façon claire à ce genre de défis? L'Union africaine n'a pas les armes aujourd'hui. Donc, de quoi il est question? Pour moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut refonder et restructurer l'Union africaine. Je suis d'accord avec mon vis-à-vis tout à l'heure quand il évoquait la question du bicéphalisme à la tête de l'Union africaine. Il faudrait reconfigurer la façon de fonctionner de l'Union africaine. À quel moment les chefs d'État ont leur mot à dire quand il s'agit de l'administratif, quand il s'agit de prendre des décisions administratives pour régler des questions clés? À quel moment? Et je trouve d'ailleurs que cet appareil des chefs d'État ralentit l'Union africaine. Ce syndicat, comme dirait l'autre. Oui, oui. Alors l'Union africaine... Je vais provoquer un peu syndicat de malfaiteurs. Donc, pour moi, pour faire face à ces défis, il faut déjà commencer par restructurer l'organisation afin de lui permettre de véritablement faire face à ces défis de la meilleure des façons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes face à une dynamique géopolitique qui va très vite. Si l'Union africaine ne se reconfigure pas et ne permet pas à ce qu'il y ait une voix africaine qui puisse challenger la voix européenne ou encore la voix de ces États occidentaux, je pense qu'on va complètement reculé. Et là, ça risque d'être dramatique sur tous les plans. En évoquant les foyers de tension, je pense que si les États africains ne prennent pas eux-mêmes leurs responsabilités, ce sera difficile à l'Union africaine de décider de quoi que ce soit. Vous voyez très bien l'appel de phare lancé par la RDC à l'Union africaine, ensuite à l'Union européenne, ensuite aux États-Unis, pour venir l'aider à faire face au M23, à cette terreur qu'est le M23 soutenu par le régime de Kigali. Et en face, pas grand chose. Il y a peut-être eu des sanctions du côté européen, mais du côté de l'Union africaine, on n'a absolument rien vu. Et ça prouve une nouvelle fois, au sein de l'appareil, au sein de la structure même de l'Union africaine, il y a un véritable problème qui se pose. C'est-à-dire, à quel moment on priorise les intérêts des États africains et à quel moment véritablement on choisit de pouvoir faire avancer les causes qui sont débattues aujourd'hui au sein de cette union. Donc pour moi, c'est un débat de sourds qui se mènera et qui continuera de se mener tant qu'il n'y aura pas une restructuration profonde de l'organisation. Et justement, pour abonder dans les deux sens, tout à l'heure, Morgane disait que quand est-ce que l'Union africaine ou l'OUA pense Afrique? Et il vient Hamzat vient exactement de le dire. Je vais donner, c'est très bien quand on lance des grands mots comme ça, mais allons directement sur le concret. Le Rwanda n'aurait jamais soutenu le M23, sauf que là maintenant il négocie. Très bien. Et l'Union européenne, avec la Belgique devant, décide que bon, maintenant que vous avez reconnu que vous êtes là et que il faut toujours négocier avec vous, on va commencer par mettre des sanctions. On va mettre des sanctions et c'est l'Union européenne qui décide de mettre des sanctions. Le Rwanda s'énerve et se tape de la poitrine, je suis pays indépendant souverain, et vire l'ambassadeur de Belgique avec tous ceux qui s'ensuivent. Les Européens disent puisqu'on veut mettre en place des sanctions et vous agissez déjà comme ça, effectivement on va mettre en place des sanctions. Première sanction, plus de Rwandais en Europe.
Rwandair depuis une semaine, plus de Rwandair en Europe. Exactement. Je suis parti pour prendre un billet, fini. J'ai été à l'agence ici pour me renseigner, ils m'ont dit tant qu'il y a le conflit, il n'y aura plus d'avions. Donc les Européens ont vu où sont leurs intérêts, eux. Ce n'est pas la Belgique qui a dit ne venez plus. C'est l'Union. C'est l'Union européenne qui dit ok, vous tapez sur la Belgique, et ben la Belgique qui étant le siège de l'Union, terminé, plus d'avions. Et donc ils viennent d'acheter des A330. Exactement. Tous coulés au sol. Qui est perdant? Quand est-ce qu'on pense Et Rwanda n'a pas l'autorisation de survoler l'espace aérien du Congo démocratique également. C'est fini. Et donc, et quand est-ce qu'on pense Afrique? C'est bien d'avoir pris la tête de la ZLCAF, etc., d'avoir négocié, d'avoir mis des choses en place. Mais oui, mais si c'est pour des intérêts partisans, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de sens. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on pense Afrique et arrêter de soutenir le M23 pour avoir des minerais à côté. Et puis vous avez dû remarquer que encore au sein de l'UA, tout ce côté Est là, ça va encore éclater parce que le Burundi maintenant rejoint la RDC, etc. contre ça va aller en vrille. Alors je me retourne vers toi, Morgane. Aujourd'hui, quels sont les défis immédiats de l'Union africaine? Créer l'unité. On a décidé de faire du neuf. On a décidé de se prendre en charge. Les défis immédiats. Créer l'unité. Il faut que l'Union africaine crée l'unité. Mais cette unité... Donc il n'y a pas encore d'unité. Non, il n'y en a pas. Il y en avait au temps de l'EUA. Semblant d'unité. Il y avait un début d'unité, d'accord. Un début qui a été rapidement, les Anglais le disent, hijacké. Pourquoi? Parce que nous sommes dans de la compétition internationale. Okay. Il faut qu'on s'entende sur ce principe. Et apparemment, les nôtres ne comprennent pas que c'est de la compétition internationale. Et il va falloir le leur rappeler. Et cette compétition internationale fait que le principe de base de l'interaction entre les États, c'est que chaque État défend son intérêt. C'est pour cela que lorsque j'entends le président Donald Trump dire « America First », il ne crée pas quelque chose de nouveau. Et il met en avant ce qui est le principe même de fonctionnement de la scène internationale. Il dit simplement haut et fort que moi, je ne vais pas que défendre les intérêts américains, mais je ne vais que et tout le temps chercher l'intérêt des États-Unis. Et ça, c'est ce que nous ne faisons pas. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle balance of powers, qui nécessite que certains États identifient leur poids et leur capacité sur la scène internationale et en fonction de leur poids décident de s'unir. L'Union européenne existe aujourd'hui parce que l'Union européenne sait que si elle n'est pas unie, elle n'a pas de poids sur la scène internationale. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que à chaque fois qu'il y a une situation, les Européens font très vite de se réunir. Regardez le comportement de l'Union européenne face aux déclarations du président américain. Ils estiment que c'est l'Europe tout entière qui est menacée, même si les États-Unis ont des pays en Europe qui semblent être pro-américains, vous allez constater que malgré cela, ils se réunissent. Prendre le lead, Donc je pense qu'il y a cette problématique qui doit être résolue au niveau des leaders africains. Et en dehors de cela, l'autre défi, c'est, mes co-débatteurs l'ont dit, c'est comment faire en sorte pour que l'Union africaine soit une institution supranationale. Parce que actuellement, elle est multinationale où l'Union n'a aucun pouvoir de façon objective. On revient à la CEDEAO. On revient la CEDEAO qui, à un moment donné, a voulu prendre l'initiative qui ne figure pas de façon claire et nette dans les statuts de la CEDEAO. Le texte qui donne pouvoir à la CEDEAO ne donne pas mandat à la CEDEAO de pouvoir, par exemple, se déplacer et imposer en griffe une attitude ou un comportement à un État sur son territoire. Et quand vous regardez même l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a ce problème.
toutes les organisations internationales ont un problème. Et pour pallier à ce problème, qu'est-ce que les Nations Unies ont fait? Ils ont dû créer le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le seul organe des Nations Unies qui a la capacité d'imposer ses résolutions à tout État, quel que soit l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de compréhension des enjeux du côté des Africains, un besoin de créer l'unité, d'identifier les éléments qui nous réunissent, qui font en sorte qu'on peut laisser tomber nos intérêts particuliers et penser à l'intérêt général, et ensuite maintenant trouver la méthodologie pour pouvoir aller de concert sur la scène internationale et défendre ses intérêts. Mais cela nécessite déjà cette capacité d'unité qui, ipso facto, va éloigner les problèmes de crise et de conflit. Parce qu'on sent, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les États africains ont la capacité de fermer les yeux sur ce qui se passe en RDC, alors qu'on sait que la RDC à elle seule, si elle fonctionne correctement, c'est totalement l'Afrique en entier qui va bénéficier de cela. Alors justement, actuellement, lorsque, pour certains, avec ta permission Hamzat, certains estiment que l'un des défis aussi, c'est de savoir si aujourd'hui l'Union africaine est à même de s'autofinancer sans véritablement rien attendre des partenaires. Oui, c'est une très belle question. D'ailleurs, c'est une question sempiternelle, toujours posée à laquelle on ne trouve pas de réponse. Puisque depuis sa création, on se demande, mais comment fonctionne financièrement l'Union africaine? Et dans les réponses, parce que souvent les réponses vis-à-vis de cette question sont très cachées, et bien cachées d'ailleurs, je pense que de 70 à 75% dépendent de financement externe du continent. Et ça, c'est grave. Si vous êtes une institution il est gentil, dépendez... Il dit 75%. C'est un peu plus. Ah, mais bah non, parce qu'il ne veut pas extrapoler. Donc, il s'arrête à 75%. Alors, histoire de nous donner une bonne ou mauvaise conscience, on n'en sait pas. Je suis sûr que ça évolue encore parce que ces données sont des données de 2019. Voilà. Ça évolue. 2019, nous sommes quand même en 2025. Hein? Je précisais que c'est des données qui ont la particularité de sortir en coulisses. Voilà. C'est pas public. Okay, continue. Mais la certitude, c'est que l'Union africaine dépend majoritairement d'un financement étranger, particulièrement occidental. Et ça, c'est un problème. Parce que en relations internationales, on dit il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et personne ne va investir un copec dans un conflit ou dans la résolution d'une crise si ce n'est pas pour tirer le drap de son côté. Donc, on n'est pas dans le jeu, je vais dire, du clergé où il y a des enfants de cœur. Non, du tout. Encore que dans le clergé, il n'y a pas d'enfants de cœur. C'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas du tout un monde de bisounours et c'est les intérêts qui priment sur tous les autres intérêts. Et je pense que si l'Union africaine continue de dépendre de cette manne occidentale, je crois qu'on risque de s'enterrer dans les prochaines années par rapport à la question de s'imposer vis-à-vis des autres États, surtout des autres organisations multilatérales, quand il s'agit d'avoir de la présence à l'international. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les États sont des États voyous en réalité. Les États qui constituent cette Union africaine, disons-le, c'est des États voyous depuis 1960, à l'exception de l'Afrique du Sud, à l'exception du Nigeria, de l'Égypte aussi, qui pendant 15 ans, au moins, donc, du côté francophone, vous n'en voyez pas. Ont instauré un test dans leur constitution pour imposer sur le PIB chaque année une redevance à l'Union africaine. Ça s'est fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du Nigeria. On peut le constater, porosité économique, inflation et tout ce qui s'ensuit. Mais ils font des rappels. Ils font des rappels. On leur fait tout le temps des rappels pour payer la dette. Ils ne le font pas. Depuis une quinzaine d'années, c'est ce qui se constate. Ces États voyous, normalement, devraient comprendre que si vous avez une organisation, si vous êtes membre d'une organisation comme l'Union africaine, c'est que vous devez payer votre contribution, c'est que vous n'avez pas que des droits, vous avez un devoir aussi qui est de payer. Alors, il y a un test qui circule qui mentionne que les États membres de l'Union africaine doivent contribuer à 0,2% de leur PIB
pour imposer une sorte de taxe sur tout ce qui entre dans le pays à destination de l'Union africaine. Mais dans la réalité, ça ne se fait pas. Or, cette disposition, c'est une décision idoine qui pouvait peut-être amener une sorte de contrebalance qui pourrait être une sorte de lumière vis-à-vis de cette dépendance, de cette manne occidentale. Et la dernière chose, c'est que... Oui, la toute dernière, si l'Union africaine veut être indépendante, c'est pas encore impossible, ce n'est pas encore perdu. Mais nous avons des hommes d'État qui sont déjà mal élus, mais qui ne comprennent pas aussi les enjeux géopolitiques actuels, car les enjeux géopolitiques actuels dépendent exclusivement de l'économie. Vous ne pouvez pas avoir droit, vous ne pouvez pas avoir droit à être mieux vu ou à avoir un poids si économiquement vous n'êtes pas fort. Et je pense que c'est ce que les Asiatiques ont compris. La Chine économiquement aujourd'hui est assez forte et peut s'imposer sur l'échiquier international. Le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et tous ces autres pays dragons ont réussi à avoir cette autonomie économique. Mais l'Union africaine, à elle seule, n'arrive pas. Et je pense que en étant bloqué dans cette triste réalité, ça va être plus compliqué et aux États et aussi à l'Union africaine de pouvoir sortir du lot. Alors Didier, on parlait de partenaires, ma question que je vais vous poser est celle de savoir aujourd'hui, est-ce que le Qatar serait devenu un partenaire ou alors est en marge d'être un potentiel partenaire de l'Union africaine? Nous voulons pour preuve la crise congolaise entre le Rwanda et la RDC, c'est du côté de Doha que nous avons été régler ça et où on a même dû mettre de côté le président angolais qui avait déjà certaines marges de manœuvre par rapport à la résolution de ce conflit. Nous sommes encore dans ce que disait mon camarade et mes deux co-débatteurs, mais nous sommes exactement dans la même chose. C'est-à-dire que le Qatar et les pays du Golfe et les pays autour de l'Arabie Saoudite et compagnie ont compris les enjeux économiques. Les enjeux économiques sont sur ce territoire-là, sur ce continent le plus riche. Donc, et chacun va mettre un peu ses petits pignons. Je ne vais pas leur faire injure en disant qu'à part le pétrole, ils n'ont que du sable. Hein. Bon, et donc le pétrole va finir et bien évidemment, il va falloir trouver des sources ailleurs. Donc, ils vont venir régler les comptes, ne serait-ce que de manière symbolique. De manière symbolique. Les Africains auraient dû accepter ou en tout cas manœuvrer, en tout cas agir, en tout cas faire pression pour que ça se résolve à Luanda et non aller au Qatar. Parce qu'après, ils repartent avec des enveloppes, ça aussi, on le sait. Ça. Ouais. Bon, et donc, voilà encore une manière de se dépersonnaliser, de se vendre à vil prix. C'est-à-dire qu'aucune dignité sur les choses. Et si c'est le Qatar qui va résoudre le problème, bon, ils vont trouver des solutions. Oui, ils vont trouver. Mais symboliquement, ça aurait été bien de le faire vers nous-mêmes et que ça se passe à Luanda. Et vous avez vu, là, l'Union africaine n'a pesé d'aucune force, aucun poids, et ça laisse faire. Elle devait prendre à bras le corps cette affaire-là, mais encore, le fonctionnement actuel du secrétariat général, enfin la présidence de la commission, ça a été mis au point par le Rwanda. Donc, du coup, ils sont un peu gênés aux entrevues comme ça, de dire, oui, mais bon, c'est lui qui... Mais non, si c'était fait pour l'ensemble, ça peut être appliqué opposable à celui qui l'a fait. Donc, on est encore dans cette gêne-là, cette lecture biaisée et qui fait que les choses ne sont pas claires dans nos pays. Et lorsque on quitte Pierre pour aller se vendre à Paul, bon, on n'a pas résolu le problème. Et nous sommes en train de faire une zone continentale d'échange. Bon, c'est un peu oublié qu'il y a des problèmes régionaux, quoi. Et oui, mais justement, et on va au-dessus. Et ça, l'UA n'est pas présente. Justement, parlant de cette
cette zone de libre-échange, est-ce que l'Union africaine a vraiment des franges, avant de... Oui, je pense que c'est l'un des sujets où ça fonctionne le mieux au sein de l'Union africaine, l'instauration de cette zone de libre-échange qui est au ralenti, certes, depuis quelques mois, on peut le constater au niveau de l'application. Parce que, justement, pour qu'il y ait une zone de libre-échange, il faut que les États puissent s'entendre. Comment voulez-vous qu'il y ait une zone de libre-échange si le Rwanda et la RDC sont en conflit permanent? Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et maintenant la RDC, le Kenya également qui s'est mêlé un peu à tout ça. Et je trouve que c'est toujours ça, on reviendra toujours à la même chose, c'est-à-dire ce sont les États en réalité qui doivent avoir une volonté manifeste de faire en sorte que les objectifs fixés par l'Union africaine soient des réalités. Et en ce qui concerne la ZLECAf, c'est une opportunité unique en réalité. Instaurer cette ZLECAf ou faire en sorte que cette ZLECAf soit active et fonctionnelle, c'est concurrencé par l'Union européenne, mais les États-Unis et voire même la Chine au niveau des échanges commerciaux. Et je pense que les États africains ne comprennent toujours pas le potentiel. Tu veux dire que les États africains sont des totos? Non, je n'irai pas jusque-là, mais il faudrait véritablement... Puisque c'est Toto qui ne comprend pas souvent, très souvent c'est Toto qui ne comprend pas. Ils comprennent, non, oui c'est vrai, ça va un peu, mais ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. D'accord, on y va. Mais je finis rapidement en disant que il serait important que les chefs d'État africains puissent comprendre que ce n'est pas les costards, 3 pièces qui sont les choses les plus importantes en diplomatie, en relations internationales. C'est le pouvoir économique. Et le pouvoir économique pourrait être obtenu avec l'opportunité de cette ZLECAf. Si elle est véritablement instaurée, je pense que en instaurant ce libre-échange des personnes et des biens au sein de l'entité de l'Union, ça transforme l'Union en un poids en une masse économique capable de rivaliser avec la Chine et les États-Unis. Et quand c'est le cas, bien sûr, vous passez du statut de dépendant à celui de puissance. Et je pense que ce n'est toujours pas intégré dans toutes les mentalités. Alors, nous avons parlé de défis, mais là, nous allons du côté des perspectives. Aujourd'hui, des consultants géopolitiques comme vous, des experts en relations internationales et même des journalistes estiment que la toute première des perspectives pour faire ressortir, pour permettre à l'Union africaine de revivre et d'orienter sa diplomatie pour qu'elle soit vraiment une diplomatie plus affirmée. Oui, je suis entièrement d'avis avec cette pensée. Mais il faut affirmer une diplomatie. Vous savez, quand vous prenez la diplomatie au niveau interne, elle se fait sur la base de la politique étrangère. La question fondamentale, c'est est-ce que l'Union africaine a une politique étrangère? Est-ce qu'il y a eu un travail de homework qui a été fait pour définir quelle doit être la politique étrangère de l'Union africaine? Et aussi, je pense que la question de l'économie est beaucoup plus complexe que cela n'a l'air. Il faut dire que nous sommes dans un système très huilé qui fait que les institutions de Bretton Woods qui ont été créées ont fait en sorte que le mode de fonctionnement même des États africains dans la majorité n'est pas constructif. C'est-à-dire, voilà des États qui fonctionnent sur la base de la dette. C'est clair. Et même, il est reconnu que la dette est nécessaire pour le développement. Mais quand vous prenez les principes de développement économique et que vous avez une dette et que vous n'êtes pas à la fois celui à qui on doit rembourser la dette ou vous n'êtes même pas actionnaire de ceux qui détiennent les institutions, vous êtes condamné pratiquement à ne pas avoir un développement économique. Et donc, le développement économique devrait passer par la capacité à faire disparaître la dette, ce qui est pratiquement pas possible aujourd'hui puisque le système est éprouvé. C'est pour cela qu'un système des BRICS constitue une menace parce que ça semble être une autre alternative. Il va falloir que les pays africains réfléchissent sur le long terme et adopte une stratégie, pas individuelle, mais une stratégie commune d'équipe, où on n'aura pas des leaders qui vont être des perméabilités pour mettre en mal le système. Et ça va prendre du temps et je pense que la diplomatie joue un rôle important dans le processus. Très rapidement.
Je pense que c'est un sujet très Oui, intéressant. tu souris, mais c'est très rapidement, hein, parce que le temps est parti. On fait déjà des au niveau de la régie, donc vous allez parler un tout petit peu. Je pense que la question de mettre en place cette diplomatie de l'Union, c'est, je veux dire, l'objectif permanent et perpétuel de Kwame Nkrumah et de Nnamdi Azikiwe, qui disaient qu'il fallait déjà s'unir ou périr, comme il disait Kwame Nkrumah. S'unir avant d'avoir la possibilité d'être entendu de l'autre côté. Parce que je ne pense pas que vous pouviez avoir une diplomatie efficace si vous n'êtes pas fort sur le plan politique. Et pour être fort sur le plan politique, il faut être uni. Si vous n'êtes pas fort économiquement, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on se situe, c'est l'économie qui prime avant toute chose. La Chine s'impose parce qu'économiquement, elle est assise. Elle a réussi à se stabiliser et elle a réussi d'ailleurs à acheter les dettes américaines. Donc, ça s'entend aujourd'hui. Je pense que cette diplomatie est dépendante de ces deux facteurs. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que c'est pas impossible. Ce n'est toujours pas impossible. Si l'Union africaine se restructure, et qu'on mette de côté de façon définitive ces chefs d'État mal élus, qui ont très peu de volonté, très peu d'idées aussi, mais qui, heureusement ou malheureusement, ont des costumes 3 pièces, ça ne se comprend toujours pas. Je ne sais pas ce que vous avez contre les costumes. Attends, avec des gants et un pistolet. Sam, Didier et Morgan, on va te permettre. J'allais finir. Tant qu'on ne doit pas résoudre ces deux problèmes, ces deux situations, je pense que ça va ressembler à ce serpent qui se mord la queue. Mais la vraie solution pour que l'Union africaine puisse émerger dépend exclusivement de la volonté des Africains eux-mêmes. Nous sommes dans une nouvelle ère, on parle du 3e millénaire. L'introduction d'Internet dans tous les foyers aujourd'hui a amené l'information au niveau de tout le monde, même dans les villages les plus reculés. Moi, j'étais dans un village. Vous n'allez pas tirer de loin l'âge. Tout le monde aujourd'hui a Internet chez lui. Exactement. Donc, nos États, nos dirigeants doivent pouvoir jouer sur cette carte pour informer les Africains par rapport aux enjeux qui se jouent aujourd'hui. Les Africains peuvent contribuer eux-mêmes de leur poche pour que cette institution puisse vivre et ne pas dépendre de l'extérieur. Sans quoi, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Tout à fait. Et donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, quand nos têtes ont des grandes idées et qui ne sont pas, elles ne sont pas en harmonie avec les choses, ça ne va pas. On a cité tout à l'heure l'exemple de Kwame Nkrumah qui avait un objectif, qui avait une vision. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ces dernières années? Il s'est fait appeler au Sadjefo, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire vous ne pouvez rien dire, c'est moi qui sais tout. Bon, et là, donc il est devenu un Sabitou Hall. Puis au Sadjefo, il a été déposé, et puis voilà, et puis ça a continué, le Ghana a sombré. Mais il avait de très bonnes idées. Je vais juste revenir préciser une chose. Là, on parlait de cette volonté politique de se mettre ensemble. On prend le Mercosur. La Bolivie, le Venezuela, le Pérou, individuellement, ils sont de bons vendeurs de bauxite, d'or, etc., mais individuellement, qu'est-ce qu'ils pèsent devant les États-Unis ou l'Europe? Ils se sont mis ensemble pour imposer à l'Europe de vendre leurs fruits et légumes avec les produits agricoles sans certaines taxes. Les Européens sont en train de crier, les États européens sont en train de crier, mais l'Union européenne a dit oui. Au nom des intérêts. Voilà, au nom des intérêts. Donc, vous voyez comment le Mercosur ensemble s'est imposé pour imposer à l'Union européenne d'adopter en très peu de temps. Imposer à l'Union européenne qui a dit bon, donc en retour, qu'est-ce que je fais? En retour, je prends le vin. Italie, Espagne et France ont dit ok, nous allons vendre le vin, nous allons vendre tous les dérivés du vin, etc. Donc tous les viticulteurs européens sont contents. Mais ceux qui font des fruits et légumes ne sont pas du tout d'accord parce que les oranges et autres là vont venir à de très bons prix. Et puis c'est le maïs, etc. Donc voilà le Mercosur qui individuellement, les pays qui individuellement, à part le Brésil, ne sont presque rien, mais arrive à s'imposer à l'Union européenne et les populations européennes crient au scandale. Mais ça va s'imposer. Ça va s'imposer parce que c'est une loi européenne. Si nous n'arrivons pas à passer ce cap et à trouver que ce que Morgan disait tout à l'heure, renchéri par Hamzat, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver cette idée-là ensemble de qu'est-ce que nous avons en commun qui va nous faire puissants. Si on n'a pas ça,
ben on ne saura jamais rien du tout. C'est-à-dire que on va suivre quoi. Nous on suit. Et les autres font et nous on suit. Et c'est dommage alors qu'on est dans le meilleur des plus beaux continents. D'accord. On va constater à chaque fois qu'il y aura un conflit que l'Union africaine ira quémander du blé, du céréales en Ukraine, alors que le continent regorge d'une richesse agricole. Absolument, absolument. C'est vraiment voilà, dommage. chers amis internautes, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le débat, la thématique était alléchante, au point où les invités n'ont pas voulu lâcher. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de cet après-midi. Quels défis et perspectives pour la relance de l'Union africaine? J'ai reçu pour vous Morgane Assogba Métondji, consultant en géopolitique. Merci Morgane. Plaisir partagé. Il était également avec nous Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Merci Hamzat. C'est un plaisir. Et enfin Didier Sanson, journaliste enseignant. Merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Voilà, c'était le dernier numéro de ce mois de mars. Retrouvons-nous le lundi prochain pour le premier numéro du mois d'avril 2025. Ça se passe tous les jours, tous les lundis sur ESA Télévision, la meilleure.